Bonjour à tous, l'Afterlap, le podcast du sport auto, épisode 111, un épisode certainement qui restera parce que ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Déjà on savait que ce serait un rendez-vous exceptionnel, le dernier Grand Prix de l'année à l'issue d'une saison de dingue, avec ce grand duel Lewis Hamilton-Max Verstappen, mais effectivement on était peut-être loin de se douter que les circonstances de course seraient elles aussi dingues et qu'on allait en parler certainement pendant assez longtemps. Avec votre serviteur, comme toujours, Laurent-Frédéric Bollet, qui accueille de nouveau son ami. Et vous voyez qu'on n'a pas résisté au plaisir, pour ceux qui nous regardent en vidéo sur la chaîne YouTube de l'Afterlap, de se réunir une dernière fois de manière régulière pour cette saison. Tristan Gomandi, donc, qui est là. Salut Tristan. Salut, ça va? Bah oui, donc on était arrivé au bout de cette saison. Hein. Tu te souviens de tous les épisodes qu'on a fait? Oh, il y en a eu, hein, des faits d'armes, des passes d'armes, des discussions, des polémiques. Ouais. Et on ne savait même pas qu'on en aurait encore une grande pour la fin. Ouais, quelque part, ça pouvait pas se terminer autrement. C'était une saison exceptionnelle avec des rebondissements incroyables, aussi bien sur la piste qu'en dehors de la piste, avec les rivalités finalement qui ont presque pris le pas sur les équipes également. Ce n'était pas que les pilotes, il y avait quand même une espèce de guerre psychologique entre Red Bull et Mercedes. La tension monte depuis la mi-saison, depuis Silverstone, j'ai envie de dire, ça a été vraiment le point de départ de cette tension qui n'a fait que monter jusque finalement le dernier virage de la saison. Finalement, c'est dans la continuité de la saison qu'on a vue. Je pense que tout le monde pouvait se dire que ça pouvait pas se terminer normalement, quoi. C'était écrit, quoi. Je pense que cette saison c'était écrit. Et même moi, en regardant le Grand Prix jusqu'au bout, je me suis dit, il va se passer un truc à 7 tours de la fin. Je me suis dit, mais putain, ça sent bon pour Hamilton, mais il s'est passé tellement de choses ces derniers Grands Prix que je me suis dit, putain, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et finalement, effectivement. Non, mais je crois que t'es pas le seul. Et c'est pas de la prémonition, c'est pas de la forfanterie de dire ça, mais tous, je crois qu'on se demandait qu'est-ce qui allait se passer jusqu'au dernier moment, effectivement. Tellement cette année nous a habitués à des retournements, des faits de course, des circonstances. Alors, je précise qu'au moment où on se parle, Tristan, donc on est dans l'immédiat de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Il y a bien eu 2 réclamations portées par Mercedes sitôt après le Grand Prix par rapport à la voiture de sécurité au restart et tout ça, on va le détailler. Ça a été rejeté par les commissaires et donc Mercedes fait appel. Bon, donc on est obligé d'avoir un petit pourcentage de conditionnel en se disant, mais ça se trouve, mesdames et messieurs, cet épisode qu'on enregistre et que vous écouterez peut-être pendant encore plusieurs jours, ça se trouve dans plusieurs jours on apprendra que Lewis Hamilton est bien le champion du monde et que Red Bull et Verstappen ne le sont plus. Bon, je pense pas. Mais on met les précautions d'usage, forcément. Mais enfin, partons du principe que le résultat d'Abu Dhabi a été entériné et que nous avons bien 34e champion du monde dans l'histoire qui s'appelle Max Verstappen, le néerlandais, qui est donc arrivé au bout de son épopée pour aller battre Hamilton lors de ce dernier Grand Prix. Bon, alors, je voudrais aussi préciser que depuis plusieurs heures, je vois beaucoup de discours sur les réseaux sociaux notamment, fait de réactions épidermiques, de jugements à l'emporte-pièce, d'insultes, et bien évidemment, puisque ça fait partie du jeu, de jugements avec beaucoup de spéculations, beaucoup d'hypothèses, et si on avait... Bon, on va essayer, j'aimerais que ce soit un peu notre mot d'ordre, peut-être d'avoir une sorte de raison, d'essayer d'analyser les choses avec un petit peu de recul, déjà par rapport à plusieurs heures, et d'essayer de faire le pour et le contre, parce que c'est jamais aussi simple, et tu l'avais dit la semaine dernière en Arabie Saoudite. Je précise d'ailleurs que la semaine dernière, Tristan, tu as eu un discours qui était pas si convenu que ça, où tu avais plutôt défendu, un peu à l'anglaise, tu avais dit l'arrangement, comme on l'a un peu appelé, entre la Fédé Masi et Red Bull pour l'ordre de départ après le drapeau rouge. Tu as vu que Romain Grosjean, pour ne pas le citer, sur Canal ce week-end, a abondé dans ton sens. Il était globalement d'accord. Lui, il a employé l'expression de sens commun, que quelque part, il y avait une sorte d'intelligence, on va dire ça, qui avait été de mise. Donc, je te rends hommage. Ce discours, tu n'as pas été le seul finalement à le penser. Hein.
Non, bah après, tout ça est extrêmement subjectif. C'est vrai que normalement il y a un règlement, il y a un cadre qui doit être extrêmement clair, surtout à ce niveau-là de la compétition. Mais les circonstances, la saison qu'on est en train de vivre est exceptionnelle. Et je trouve, mais tout ça est encore une fois extrêmement subjectif. Je trouve que quand à circonstances exceptionnelles, décisions exceptionnelles, ou en tout cas, parfois, je trouve que le cadre, il peut s'ouvrir si les circonstances s'y prêtent. Voilà. Et je trouvais que pour les enjeux qu'il y avait à ce moment-là, la décision à prendre en quelques secondes, la direction de course, j'ai l'a priori de penser que c'est parfois une preuve d'intelligence d'être capable de sortir, de fermer le cahier et de dire bon là il faut peut-être qu'on trouve un arrangement, quelque chose, sortir peut-être du cadre. Si c'est pas écrit, eh ben on l'écrira plus tard, mais ça faisait pas de mal. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. C'est bon. Alors c'est très délicat, c'est très compliqué. Mais c'est un sentiment. Je pressens que tu vas un peu nuancer ce propos par rapport à ce qui s'est passé à Abu Dhabi. C'est possible, Oui, c'est-à-dire que quand on sort du cadre, c'est très dangereux. Oui, voilà, c'est ça. Bon, d'accord, c'est arrivé une fois, est-ce qu'il fallait que ça arrive deux fois? Bon, tu vas nous dire ça. Je te propose pour monter en puissance, parce qu'on sait très bien qu'on va arriver à l'analyse de ces derniers tours et de cette voiture de sécurité, de ce restart, bien sûr. Mais allez, pour reprendre dans l'ordre quand même, tous les événements de ce week-end, peut-être rapidement, Tristan, on s'est assez vite rendu compte que c'était a priori une piste de nouveau pour Mercedes et que les Mercedes avaient un avantage. Pourtant, le samedi, pole position pour Max Verstappen. Et ça, on s'y attendait pas forcément. Comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as analysé? Je pense qu'encore une fois, Verstappen a sorti un tour d'anthologie. Voilà, déjà pour commencer. Je pense que stratégiquement, les deux teams avaient deux stratégies différentes, avec l'un en pneu hard et l'autre en médium. Donc là, il y a quand même tout de suite un avantage. Sur un tour, sur le pic de performance du pneumatique, il est évident que le potentiel en qualif de Verstappen était supérieur à celui d'Hamilton. Oui. Je pense que la qualif d'Hamilton était excellente, sachant qu'il avait les pneus hard et qu'il a su pratiquement rivaliser. Il avait donc les jaunes. Il avait, Verstappen prend les rouges. Hein, oui. Les hard, pour moi, c'est les blancs. Oui, c'est vrai. Ok, on est d'accord. Pardon, c'est vrai, tout à fait. Oui. Mais je pense que la qualif d'Hamilton c'était pas du tout volontaire, mais finalement c'était l'arbre qui cachait la forêt quand même. C'est que la perfo de l'auto était quand même excellente. Oui. Sachant ça, ils se sont permis d'avoir un risque sur le choix des pneumatiques. Ils ont pris deux stratégies différentes entre Mercedes et Red Bull. Et je pense que la qualif était évidemment à l'avantage de Verstappen, qui peut-être, mais tout simplement, sans chercher midi à 14h, il a sorti encore une fois un tour. Voilà. Mais on pouvait penser que c'était peut-être une sorte de feu d'artifice, mais qui ne pourrait pas peut-être changer la logique qui semblait se dessiner, à savoir quand même une domination de Mercedes. Moi, c'est un peu aussi comme ça que je voyais. Parce que, et ça fait vraiment partie du débat. Et tu l'avais dit la semaine dernière, Tristan. On savait que quoi que fasse une équipe, l'autre ferait le contraire. Et ça, faut garder ça à l'esprit, parce que ça explique aussi beaucoup de choses après. Hein, mais oui, c'est fondamental. Et oui, n'oublions pas qu'effectivement, les deux allaient se répondre en mode inversé. Ça, c'était sûr. Et là, dès la qualif, on en a une nouvelle preuve. Ouais, effectivement, on sort les pneus rouges, c'était pas attendu, c'était peut-être pas désiré chez Red Bull, mais ils le font et ils se mettent en pôle. Et ça, c'est déjà une première surprise. Est-ce que ça va changer fondamentalement les choses? Peut-être, peut-être pas. Mais c'était déjà une surprise et c'était déjà la preuve que les deux n'allaient pas jouer sur le même registre. Bon. Donc la pole est pour Verstappen. Super tour, on est d'accord, et déjà ça nous met un piment supplémentaire dans ce Grand Prix. On pense tous qu'il va prendre un meilleur départ et que son intérêt, c'est d'essayer de survivre en tête. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est Hamilton qui s'élance le mieux, et il y a donc déjà un premier incident à la fameuse chicane là entre les deux grandes lignes droites. Comment tu as analysé cet incident et le fait qu'Hamilton reparte ensuite sans rendre sa position par exemple? Là encore, de mon point de vue, j'ai pas du tout. J'ai écouté le Grand Prix sur Canal, probablement comme tout le monde. Oui. J'étais foncièrement en désaccord avec Jacques Villeneuve, qui expliquait que il avait même pas essayé de revenir, qu'il avait pris de la distance, que à la fin du premier tour, il fallait qu'il soit pénalisé. Il pouvait revenir.
Alors là, c'est rare, mais là, je pensais, mais alors totalement l'inverse. Et en total accord avec la décision de course, de dire, il y en a un qui a très largement poussé et qui est arrivé à Watt Mille derrière, en freinant 15 mètres plus tard, et qui, franchement, emmène Hamilton, mais tel le porc. Donc, il y a un moment donné, Hamilton, il n'a pas le choix. À un moment donné, il met un coup de volant pour ouvrir. Et alors, c'est sûr qu'à la télé, les gens ne se rendent pas bien compte, mais le gauche-droite est très serré. Oui. Jamais de la vie, il pouvait revenir pour reprendre le point de corde du deuxième. Oui. Mais jamais de la vie. Donc, Verstappen a clairement poussé Hamilton dehors. Et Hamilton n'avait pas d'autre choix que d'aller couper la chicane. Voire même, c'était une question de sécurité, c'est que quand tu as un peloton derrière qui arrive tout trou bloqué, si en plus là-dedans tu as un Hamilton en première ligne qui revient sur la piste pour essayer de faire le gentil petit garçon qui veut pas couper la chicane, non mais là on avait un strike. Hein. Oui. Donc là, je peux pas comprendre, moi, enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis, je peux pas comprendre les mecs qui commencent à expliquer ouais mais il a coupé, il a pris de la distance. Il a pris de la distance, oui. Pendant 4 virages. Oui. Et il a très largement coupé derrière parce qu'il se retrouve, je sais plus à combien c'était, mais une 7, une 8 à la fin du premier tour. Donc il avait largement, et à un moment donné il s'est retrouvé avec 3 secondes d'avance, il a très largement cassé la vitesse pour redonner l'avantage qu'il avait eu. Et c'est d'ailleurs les dires de la direction de course qui dit à la fin du premier tour il a rendu son avantage. Oui. Donc je comprends pas. Donc tu comprends pas la polémique. Pour toi, ça a été même bien jugé. Ça a été très bien jugé. Ça servait à rien de mettre de l'huile sur le feu en disant on réfléchit à une décision. Alors là, putain, ça mettait tout le monde en ébullition pour dire alors qu'est-ce qui va se passer, les stratégies. Non, la direction de course, pour moi, là à ce moment-là, a repris une bonne décision. C'est d'être clairvoyant et froid, de dire il y en a un qui pousse Hamilton dehors, venez pas pleurer si Hamilton il a coupé, qu'il se retrouve avec 2 secondes. Il a été intelligent, il a coupé les gaz, il a redonné l'avantage, donc il a bien perdu 1 seconde et demie, 2 secondes qu'il a rendu à Verstappen. Franchement, et après la seconde et demie était tout à fait justifiée parce qu'on voit bien qu'après il se barre, donc il était plus vite, point barre. Voilà. Je veux dire, le sujet est clos tout de suite et je trouve que de mon point de vue, c'était une excellente décision de la direction de course et je suis en total désaccord avec l'analyse sur le moment de Villeneuve. Bon, ça c'est dit et honnêtement, je partage tout à fait ton point de vue. Tu sais que parfois je me permettrais peut-être de dire tiens, je suis pas d'accord, mais là j'ai exactement ressenti ça. Là, on comprend aussi dans la foulée qu'Hamilton a peut-être fait à ce moment-là, on dit il a peut-être fait le plus dur, oui, il a pris le meilleur, il est en tête et il domine, il enquille meilleur tour sur meilleur tour, c'était quand même impressionnant, hein. Là, il était vraiment extraordinaire, rien à dire. Alors 13e tour, arrêt de Verstappen, on va garder ça en tête parce que c'est important, chez Mercedes on couvre, dès le 14e tour on s'arrête, et oui, et il y a 58 tours, faut garder ça en tête parce que à ce moment-là on le sait pas, mais maintenant nous on le sait, ce sera le seul arrêt d'Hamilton, et oui, et ça a changé bien des choses. Bon. Ensuite, il y a cette fameuse passe d'armes, Hamilton-Pérez. Bon, j'avoue qu'effectivement, ça nous a tous rappelé, j'imagine, un petit peu Hamilton, Alonso en Hongrie. Bon, un coéquipier qui se défend bec et ongle et qui va effectivement retarder le leader. J'ai trouvé ça plutôt bien, quoi. Enfin, j'ai kiffé le spectacle. Est-ce que toi aussi, ou est-ce que tu trouves que Pérez a été trop loin, que c'était un peu trop limite ? Non, et c'était extrêmement serré. Mais non, c'est resté très dur, mais correct. Et puis c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, donc les pros Hamilton devaient être scandalisés. Mais après, il y a des équipiers. C'est un truc qui est plus ou moins autorisé à partir du moment où tu mets pas la caisse dans le mur. Et Pérez l'a fait magistralement. Il a été au bout de ce qu'il pouvait faire, tout en restant, en évitant le contact. Il a fait perdre, je sais plus combien, c'est colossal. 7 secondes. J'allais dire 8. Mais 7 secondes, c'est un truc de barjot. Franchement, il a été magique. Et j'ai envie de dire, pour aller plus loin, c'est après coup, c'est ce qu'il a manqué à Hamilton. Il a manqué un équipier à Hamilton. Oui, Bottas, nulle part. Bottas a perdu toute l'année, tous ses combats, là où il fallait aider, et il y a eu 1 ou 2 grands prix où c'était vraiment important
Verstappen était en difficulté, il devait revenir, et Bottas, on lui demande vraiment d'essayer, et je pense que Verstappen en 2 virages il était passé. C'est vraiment la grande différence aussi entre finalement le titre de Verstappen et vraiment le coup de pouce de l'équipier et de l'ensemble de l'équipe sur Verstappen. Bottas a été mais il y a des fois vraiment vraiment mauvais. D'accord. Cela étant, même si Pérez l'a scié mis avec un peu en mode je me retrousse les manches et là je suis obligé de le faire, il l'a très bien fait, tu l'as dit. Et du coup son week-end on peut pas lui reprocher grand chose parce qu'entre la petite aspi qu'il a quand même offert à Verstappen en qualif et cette partie-là il a bien joué son rôle. Malgré tout, moi j'ai tendance à penser que ça change pas grand chose parce que Verstappen revient certes derrière Hamilton mais il le double pas quand même, faut pas exagérer, et Hamilton reprend sa marge ça a servi juste à repimenter un petit peu la course, à la tendre encore plus, mais quelque part l'ordre ne change pas, les rythmes ne changent pas, la domination d'Hamilton ne change pas, et on se dirige vers une deuxième moitié de course où, pour nous tous, c'est évident, Hamilton est le plus fort, sa voiture est la meilleure, et si ça continue comme ça, ce championnat va se terminer par effectivement une victoire claire et nette d'un des deux qui sera champion du monde et pas l'autre, et il n'y aura rien à dire. À ce moment-là, c'est honnêtement ce qu'on pense. Ouais, ça change pas, oui et non. C'est-à-dire que c'est un engrenage quand même. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'il a creusé, il y avait 11 secondes d'écart entre les deux. Il perd quasiment 8 secondes ou 7 secondes avec Pérez. Donc l'autre revient à 1,8, 2, et Hamilton, reprend 5, 6 secondes, je sais plus combien de secondes. Oui. S'il n'y a pas cette passe d'armes avec Pérez, il se retrouve très facilement à 15, 16, 17 secondes d'avance sur Verstappen. Oui, on est d'accord. En termes de stratégie, c'est plus la même. Non, je suis d'accord. Mais là, tu peux pas refaire le film. Non, ça n'a pas eu lieu. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, quand tu dis finalement ça n'a rien changé, oui, mais c'est petit bout par petit bout, et puis là c'est pas un petit bout, c'est 7 secondes, c'est pas une paille. Donc ça peut, malgré tout, ça a fait que les rangs ont toujours été serrés, que ça n'a pas... Il y a un moment donné, quand on a un qui a 15 secondes d'avance, avec des pneus qui fonctionnent, et que toi t'es en train de trimer comme un porc à 15 secondes, psychologiquement c'est pas la même. Oui, t'as raison. C'est pas la même. Bien sûr, je suis d'accord. Ça influence quand même énormément les ingénieurs, les stratégies, les machins. Ça peut faire quand même certaines différences quand même. Ça aurait pu changer la stratégie éventuellement d'Hamilton. Tout à fait. Alors là, il y a une sorte de no man's land dans cette course qui part sur un rythme où effectivement Hamilton est devant et reprend sa marche par rapport à Verstappen, puisqu'on était au 21e tour pour la bataille avec Pérez. Et le prochain fait de course, c'est l'arrêt de Giovinazzi, qui donc va s'arrêter un petit peu sauvagement sur le bas-côté. C'est vrai qu'il s'arrête pas très bien, on peut pas dire le contraire. Bon. Il y a une ouverture 40 mètres avant et l'autre il se met à perpète. Oui, je crois qu'on l'a tous vu et on l'a tous pensé, mais effectivement, c'est comme ça. Ou alors on voit des complots partout, mon cher. Non, il y en a pas. On est bien d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il s'arrête pas bien. Je pense pas qu'il y en ait un, mais bon, si on parle de ça, il aurait pu juste arrêter la caisse 30 mètres avant. Voilà, donc on est d'accord, on l'a tous vu. Et là, donc, il y a une virtual safety car qui a lieu 36e, 37e tour. Mais c'est important puisque Verstappen donc s'arrête une deuxième fois là où Hamilton reste en piste. Donc, on sait qu'effectivement, Verstappen remet des balles neuves, entre guillemets, même s'il remet des hards, des blancs, pas des jaunes, effectivement. Jacques Villeneuve l'a suffisamment dit, il a pas compris pourquoi on lui mettait pas des jaunes. Enfin, il y avait quand même plus de 20 tours à tenir. Donc, effectivement, chez Red Bull, moi, j'ai compris ce choix un peu conservateur, même si plus agressif que celui d'Hamilton. Le fait est que, on est dans un cas de figure classique où deux équipes n'ont pas la même stratégie. L'un va tenir bon jusqu'au bout et l'autre a reconcédé du temps, mais il aura des meilleurs pneus. Bon, c'était logique là. Oui, il y avait rien à dire. Premièrement, c'est un virtual safety car, donc les écarts restent stables. Il pite à ce moment-là, il perd très peu de temps, donc il pite, il remet des balles, il voit qu'il est en souffrance par rapport à Hamilton et il se dit, il profite de cette situation-là pour pouvoir essayer de réduire l'écart. Ce qui va se passer pendant quelques tours, mais c'était quand même de toute façon un peu désespéré, parce que l'avantage des balles neuves, ça dure 5 tours. Voilà. Et ça a été le cas. Donc il a diminué l'écart, peut-être de 3 secondes. Max, 3 secondes, il est passé de 14 secondes à 11. Oui, pas plus, comme ça. 11 au-dessus de 10. Et puis après, ça s'est équilibré et Hamilton est reparti. Oui. Bon. Et donc, nous en arrivons
au plat de résistance. Donc, si je nous revois, toi et moi, chacun chez soi, au 52e tour, je dis bien avant qu'on découvre Latifi dans la glissière. Au 52e tour, il reste 6 tours à jouer, il reste donc 10-12 minutes de course, pas plus. À ce moment-là, on est d'accord, Tristan, il y a plus photo, je dirais même. Verstappen ne reviendra pas, en plus il y a du trafic. Hamilton tient bon, les pneus ça tient, son rythme est suffisant. La Mercedes a été dominatrice pendant tout le Grand Prix, à part les 5-6 tours que Pérez a menés au milieu. Et il va donc gagner, et il va être champion du monde, on est d'accord. Ça se présentait de manière limpide. Moi, à ce moment-là, mon inquiétude était quand même sur les pneumatiques d'Hamilton. On pouvait pas... Norris venait effectivement de crever à l'avant gauche. Oui, il y avait pas de mécanique. Effectivement, si rien ne se passait, voilà. Le seul truc qui pouvait empêcher Hamilton d'être champion du monde, c'était une panne ou une crevaison. Et la crevaison, c'est pas rien. Alors, effectivement, vu qu'ils ont pris le taureau par les cornes tout de suite, qu'ils ont prévenu Hamilton, qu'on voyait Hamilton, il ne touchait plus un vibreur. Ouais. Et l'avance était suffisante, sachant qu'il prenait entre 3 et 5 dixièmes au tour à ce moment-là à Verstappen. On s'est dit, bon, bah, même s'il ralentit, alors ça paraît peu, mais c'est quand même beaucoup, et même s'il ralentit de 5, 6, 7 dixièmes au tour, il est encore large, quoi, hein. Donc, je me suis dit, bon, en gros, il n'y avait plus que la crevaison qui pouvait faire qu'il perde le titre. Et ça restait encore sportif. Oui, et à un moment donné, tu tires les pneus au bout, il était au 39e tour sur les pneus. Oui. Tu te dis, bah, c'est un risque, c'est une stratégie, tu prends le pneu dans la gueule, c'était le risque. Bon. Donc ça, c'était le moment. Pour moi, c'était ma crainte. Tu avais donc une crainte latente, sous-jacente, et moi aussi. Et pourquoi, je vais vous dire, là, je me permets juste une petite parenthèse. Je suis commentateur de sport automobile depuis plus de 30 ans. Bon. J'ai passé ma vie de commentateur à attendre le dernier moment. Enfin, c'est du sport mécanique. On sait tous comment ça se passe. La formule, elle est peut-être un peu idiote et toute faite. Jusqu'au drapeau d'Amérique, rien n'est fait. Mais c'est vrai. Je veux dire, moi, quand je regarde les Grands Prix, je les regarde depuis les années 70, mon cher Tristan. Je suis un peu plus vieux que toi, mais j'ai passé toutes mes années 70 et 80 à voir des voitures abandonnées dans les derniers tours pour des problèmes mécaniques. La fumée blanche derrière le moteur, tu n'es jamais certain d'aller au bout. Si je dois prendre un exemple récent, Toyota en 2016 au Mans, vous croyez qu'effectivement c'est pas là aussi un coup de théâtre que personne n'avait vu venir? Eh ben oui, ça va pas jusqu'au bout. Ce sont des faits de course, c'est le sport mécanique, ça peut arriver. Quand je vois depuis hier tous les commentaires qui disent oui mais Hamilton avait course gagnée, mais non, on n'en savait rien. Il n'avait peut-être pas course gagnée. Il allait peut-être abandonner pour la première fois de l'année avec un moteur qui allait exploser au 57e tour. Personne ne pourra le savoir, personne ne l'aurait jamais su. On ne connaît pas l'avenir. Donc, chers amis, soyons mesurés. Ça pouvait arriver. Quelque chose pouvait arriver. Et quelque chose est arrivé, effectivement. Alors ça n'est pas un problème mécanique, mais c'est une circonstance que personne n'avait prévue. Un pilote qui se met donc dans la glissière, Latifi qui l'a pas fait exprès. Là je crois qu'on va aussi arrêter tout de suite ce genre de débat. Latifi, 53e tour, est dans la glissière. Tu penses comme moi tout de suite, c'est safety car obligatoire. Oui, là c'était pas possible autrement. Oui. Ouais. Et donc tu penses quoi tout de suite? Que ça peut repartir ou que ça repartira pas? Là je suis devenu fou. Là, je suis devenu fou. Alors, vas-y, alors c'est pas, je prends pas. Alors, soyons clairs, il n'y a aucun parti. Il n'y a aucun parti sur Hamilton ou Verstappen. C'est simplement que, en tant que pilote, l'effort, le travail, quand on connaît un peu le sport auto, il y a un dénouement. Il y a eu tellement d'implications physiques, mentales. Des pilotes, et d'Hamilton, là, entre autres, qui a donné... Ça, on roulait ensemble en GP2, hein, donc... qui a même été au-delà, il a poussé ses capacités à son maximum, il a été, je trouve, moi, extrêmement fair-play depuis le début de l'année et tout. Et tu te dis, putain, le mec... Il a fait un restart, il a gagné de restart, le départ, il était 2, il prend la tête... Enfin, il y a tout, tu te dis putain, bon bah c'est sportif, c'est machin, voilà, bah c'est le meilleur qui gagne et puis voilà. Quand j'ai vu la caisse dans le mur, je me suis dit putain, qu'est-ce qui va se passer? Et je suis pas pro Hamilton, mais je pouvais ressentir l'angoisse, le désarroi
de dire putain, je vais pas, qu'est-ce qui va me tomber dessus les 6 derniers tours. Et j'avoue que ça m'a mis un énorme stress pour Hamilton, parce que spontanément tu te dis bon bah c'est lui, tu vois, il a tout fait, il a assommé la course quoi, quand même, c'est clair. Je veux dire, il s'est battu contre Verstappen, il a gagné, il s'est barré, Perez fait tout, il le bat, il se barre, machin, il arrive, t'es à 1 mètre du bol de riz et finalement il y a un con qui te le prend sous le nez. Oui, c'est ça. Et là franchement, moi perso, mais j'étais fou et je dis qu'est-ce qui va se passer. Et alors j'ai prié toute la semaine dernière, franchement, pour me dire j'espère que ce dernier Grand Prix se joue pas sur un truc à la con. Là, je me suis dit bon, à la limite que ce soit entre eux. Oui, finalement. Non mais je veux dire qu'il y ait un combat entre eux, voilà, et qu'ils passent par exemple 10 tours, voilà, et puis il y en a un qui s'accroche, ça part dans le... Voilà, bon, ça pouvait tout à fait s'envisager, ça. Voilà. Oui, combien. Mais là... Putain, non, on n'avait pas prévu qu'il y aurait un micmac. Évidemment, ça arrive et tout. Mais là, répondre à ta question, quand ça s'est arrivé, là, je suis à la caisse, qui va se passer. Bon. Alors, je voudrais là aussi qu'on analyse bien les choses, Tristan, parce que il y a quand même des choses qu'on peut maintenant dire franchement. Quand dans la radio d'Hamilton, parce que la décision de ne pas s'arrêter pour changer de pneu d'Hamilton, elle est aussi fondamentale. Elle change tout. Mais quand dans la radio, oui, ils n'avaient pas le choix. Pas le choix. Donc là aussi, qu'on ne dise pas que effectivement. Et s'il s'arrête, l'autre s'arrête pas, et Hamilton il est baisé. Donc non, là mais là c'est un enjeu stratégique. Enfin, on va dire ça, c'est un choix de stratégie. Bon, chacun avait sa partition à jouer, mais c'est vrai qu'Hamilton ne pouvait que perdre peut-être. Ça c'est vrai. Il s'arrêtait, il perdait la première place, il s'arrêtait pas, il n'avait pas des balles neuves pour éventuellement finir. C'est le problème d'être en tête. Oui, c'est ça. Là, c'est une circonstance de course. Bon. Mais quand dans la radio d'Hamilton, son ingénieur lui dit ça ne repartira pas, là, moi, je pense que c'est une erreur énorme. Pourquoi ? J'ai passé ma vie à commenter dans les années 2000 les courses NASCAR. J'en ai commenté des dizaines. Tristan, où effectivement à Daytona, le Daytona 500, drapeau jaune parce que accident à 2 tours de la fin, ça se termine sous drapeau jaune. On est d'accord, tout le monde est frustré, la course ça se finit au ralenti, drapeau jaune, le résultat est entériné. Même la NASCAR a essayé de remédier à cette situation. Ils ont donc inventé un système qui s'appelle Green White Checkered. J'en parle en connaissance de cause, puisque c'est le titre de mon émission qu'on fait régulièrement avec mon ami Maxime Potard, et vous pensez bien qu'on va faire un numéro cette semaine, je le dis au passage, avec l'analyse là aussi complète de ce dernier Grand Prix de la saison. Donc Green White Checkered, les Américains ont trouvé comme système, on rajoute des tours. Tu le savais ça ? On rajoute des tours. Il y a 200 tours à la course, mais en fait il y en aura 203, parce qu'on redonne une chance pour que ça se termine sous régime de drapeau vert. En Formule 1, on sait que ça sera pas ça, là, on va pas rajouter des tours, bien sûr. Mais honnêtement, on peut quand même un peu anticiper que la direction de course va tout faire pour que ça ne se termine pas sous une voiture de sécurité. En plus, les Grands Prix, ça se termine jamais sous voiture de sécurité. Enfin, je sais même pas si c'est déjà arrivé comme ça. Bon. Donc, soit on allait tout faire pour repartir, soit on allait mettre un drapeau rouge, comme à Bakou, pour repartir en mode sprint pour 1 ou 2 tours. Enfin, honnêtement, ils pouvaient pas en aller autrement. Donc maintenant, je trouve que c'est une erreur fondamentale quand Mercedes pense que ça va se terminer comme ça. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Déjà, ça c'est un premier élément du dossier. Oui, je pense pas qu'il le pense ou pas. Ça n'aurait rien changé. Parce que il ne pouvait pas s'arrêter. On est d'accord. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas, effectivement. S'il s'arrête, de toute façon, il a perdu. Oui. Voilà. Mais s'il s'arrête pas, il a des pneus qui ont 40 tours. Et quand Verstappen s'arrête, pour la 3e fois de la course, quand Verstappen s'arrête, il faut à ce moment-là qu'Hamilton pite immédiatement. Mais c'était trop tard. Et oui, il est déjà passé, il est devant. C'était trop tard. Donc on est C'est-à-dire qu'il allait avoir le restart. Il pouvait plus s'arrêter. Ouais. Donc ça ne pouvait rien changer. Et il y avait effectivement que 2 solutions. Soit ce qui a été fait, le safety car et un restart. Bon. En catastrophe, mais on va y revenir. Qui finalement, il y a un grand débat aujourd'hui, mais ce restart restera dans les annales. Donc, quelque part, pour le bien de la F1,
C'est pas une mauvaise chose. Non. Même si ça nous... Enfin, l'histoire retiendra que Verstappen est devenu champion du monde en double Hamilton dans le dernier tour. C'est ça l'histoire. Et qu'un titre de champion du monde pour l'éternité. C'est fait dans le dernier tour de 21 Grands Prix. C'est ça. 22 Grands Prix. Donc c'est exceptionnel. C'est encore une fois une saison exceptionnelle, 2 pilotes exceptionnels et une fin de championnat exceptionnelle. Incroyable, oui, tout à fait. Donc il y avait pas 36 000 solutions. T'es directeur de course. Moi, franchement, je voyais pas comment tu peux, parce que c'était pas grand chose. Il y avait une caisse dans le mur. Ok. D'ailleurs, on l'a vu. Il y a eu 3 tours de safety car. Oui. La voiture s'est balayée. Hop, c'est reparti. Oui. Tu vas pas foutre un drapeau rouge pour une caisse dans le mur que tu ramasses en 2 tours. Ça n'a pas de sens. Et tu refais pas un départ arrêté. Ou alors bon, tu peux faire un départ lancé, mais... Non, mais ce que je veux dire, tu es d'accord, tu as anticipé toi aussi qu'il allait bien y avoir un restart. Ah oui, ça c'est vite. Et franchement, ils ont été efficaces. Oui. Oui, là, franchement, je les voyais Personne pas, ça c'est sûr. Oui. Mais ça, encore une fois, ça n'aurait rien changé. Que l'ingé soit persuadé que ça reparte pour un tour, ça changeait rien. Non, on est de d'accord. toute façon, Hamilton, il pitait, il était mort. Bah oui. On est d'accord. Alors ceux qui disent, oui, mais Hamilton avait 10 secondes d'avance, je leur dis, mais non, c'est arrivé. Latifi s'est mis dans la glissière, quoi qu'on en pense, c'est arrivé. Donc Hamilton n'avait pas 10 secondes d'avance, il les avait plus. On peut refaire le film dans tous les sens. Ça n'est pas le vrai, ça ne sera jamais arrivé puisque ça n'est pas arrivé. Voilà. Donc il y avait une nouvelle situation. Verstappen s'est arrêté au stand. Pas Hamilton. Et là, effectivement, ça change fondamentalement les choses, parce que moi, je te dis, donc je reviens sur ma truc, c'était évident que ça allait repartir. C'était évident que la FIA, pour le spectacle, pour la conclusion d'un championnat dont on veut que ça se termine en piste, ça allait repartir. Ça n'allait pas être figé au drapeau jaune, en passage drapeau à damier, sous voiture de sécurité. C'était pas possible. Il n'y a pas un directeur de course, quitte à se faire virer après, peut-être que Mazzi va se faire virer dans 3 jours, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il ne peut pas dire on va terminer sous voiture de sécurité. Il ne pouvait pas l'assumer. La décision la plus fair-play sportivement, oui. C'était le virtual safety car. Oui. Il ne ruinait pas. Oui. Il ne ruinait pas. Non. La hiérarchie et tout le travail de toute l'équipe à 5 tours de l'arrivée. Ah oui, mais ça, c'est ce qui est fait en endurance. Oui. Avec le full course yellow. Oui. Même s'il y a une caisse qui est un peu sur la trajectoire, mais tu es à 80 km/h, tu as des commissaires, tu restes à l'intérieur. Ça se fait, et ça fait des années qu'on fait ça en chemin du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans, et ça se passe très bien. Donc c'est un système qui fonctionne. Pourquoi il existe? C'est pour éviter ce qui vient de se passer. C'est pour ruiner les efforts, toute une stratégie sportive artificiellement. Ça, c'est pour le sportif. Ça, c'est très européen. Comme tu le disais, la NASCAR, machin. Qu'est-ce qui est important au bout du bout, quand même, quand on voit à moyen terme et long terme? C'est ce qui vient de se passer. Donc, il y a la vision sportive et il y a la vision stratégique de ce qu'on veut voir, du spectacle dont on se plaint depuis 20 ans qu'il ne se passe rien en F1 et qu'on fait chier. Là, on vient de vivre une saison, quand même, hors norme. Mais tout sport est spectacle. Là, je vois aussi ça doit être un spectacle. Sinon, t'as pas de spectateurs et tu te fais chier et du coup, ton sport, il meurt. Je découvre depuis hier des collègues ou des amis, des commentateurs sur les réseaux sociaux qui jouent une légitimité par rapport à une notion pure et absolue du sport où maintenant on est à Hollywood et on fait des... Mais attendez, ça a toujours existé. Quand en 1956, au dernier Grand Prix de la saison, tu vois, je reviens loin, Fangio abandonne et Peter Collins lui donne sa voiture, parce qu'à l'époque on peut remplacer dans une voiture pour lui offrir le titre. C'est pas du spectacle, ça? C'est du spectacle. Quand en 89 Prost et Senna s'accrochent et qu'après il y a aussi un micmac par rapport à la Fédé, c'est du spectacle. Quand en cyclisme on fait un contre-la-montre lors de la dernière étape sur les Champs-Élysées en 89 et que Lemon bat Fignon, c'est une manière de pimenter le spectacle. Le sport, c'est du spectacle. Je veux dire, tout le sport, les pénaltys à la fin d'un match de football,
c'est du spectacle. Enfin, je veux dire, le tie-break, c'est un spectacle. Je veux dire, chaque performance sportive est nuancée et habillée de spectacle. Enfin, ça fait partie de l'ADN du sport, qui est un show, qui est certes une dimension physique, une dimension de dépassement de soi, une dimension d'effort, mais qui est de toute façon mise en scène, quoi qu'il arrive. Ça fait partie d'un cadre global. Donc là, effectivement, je ne m'offusque pas qu'effectivement, il y a eu une fin de course un peu hollywoodienne, oui, avec un scénario de dingue, mais mis bout à bout, on en arrive à une solution qui était quand même qui s'est écrite sous nos yeux, et j'en reviens à ça. Ça devait repartir. Alors il y a cette polémique sur les voitures intercalées, parce que cela étant, Red Bull, même si on comprend que ça va repartir, mais ils ont pas à titre gagné, parce qu'on leur dit non, les voitures entre Hamilton et Verstappen ne vont rester à leur place. C'est vrai que la direction de course a passé ce message. Là, pour Red Bull, c'est fini, parce que Verstappen, pour un restart, il n'arrivera pas à doubler 4 voitures. Donc à ce moment-là, il a perdu. Et puis, une minute après, on apprend que si, finalement, les 5 voitures peuvent doubler Hamilton. Comment tu l'as vécu? Enfin, peuvent se dédoubler, comme on dit. Ah non, mais c'est compliqué, c'est sûr. Le règlement. Oui. Le règlement dit que tu dois récupérer ta place, et les retardataires doublent le safety car pour reprendre et donc que la hiérarchie soit respectée et redonnée derrière le safety car. C'est le règlement. Oui. Qu'est-ce qui s'est probablement passé? C'est là où, quand on sort du cadre, tu rentres dans des inconnus, et là c'est dangereux. Bon. Je pense que Massi a souhaité, encore une fois, faire preuve d'intelligence. Et je pense qu'en faisant ça, il refaisait une négociation. Pourquoi? Parce que, c'est mon avis, la bonne décision sportivement, c'était le virtual safety car. Oui. Ça, c'est mon avis. Personne n'en parle, mais ça, c'est mon avis. C'est vrai, personne n'en parle, mais t'as raison. Oui, si, c'est sûr. Tu mettais un virtual safety car, franchement, c'était dans une zone lente. Tu vas lentement. Tu mets comme aux 24 heures du Mans. Alors, on peut dire les 24 heures du Mans, c'est nul, machin et tout. C'est quand même une des plus grandes courses, si ce n'est la plus grande au monde. Oui. Il y a des interventions de voitures full course yellow sur des zones, soit totales du circuit, soit par zone, où il y a des interventions sur un véhicule pour dégager le véhicule, balayer un peu, et après on dégage et on refait partir. Je vois pas pourquoi c'était pas faisable là. Non, t'as raison. Il n'empêche. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est rendu compte qu'il était en train, finalement, par sa décision, il donnait le titre à l'un des deux. Oui. C'est clair. Mais il l'a pas souhaité. Attendez, Mazzi. Non. Il souhaitait sans doute aller se coucher un quart d'heure plus tard. Il avait fini sa saison de merde. Je dis pas ça. On est d'accord. Là, je crois qu'honnêtement, Mazzi, il n'a pas voulu ça. Je dis pas ça. Oui, ok. Je dis que de la même manière qu'il a ouvert une négociation, il a écrit une nouvelle page des règlements. Bon. De la même manière, il s'est dit, là, ok, je fais pas de restart. J'ai mis un safety car. Putain, si j'enlève les retardataires, là je donne le titre à Verstappen et c'est pas fair play. Oui. Mais tout ça, faut quand même se l'imaginer en quelques secondes. Je pense qu'il marche beaucoup au feeling, ce monsieur. Et que il doit bien connaître le règlement, ou alors c'est grave. Et que en décidant, je pense tout seul, de dire non, on garde les retardataires. Ok, c'est paquet, je vais faire repartir pour un tour. Faut que ce soit fair play, ça reste comme ça. C'est vrai que ça fait un peu match nul. C'est ça. Il s'est dit j'ai ruiné un peu l'avance, tout. L'autre, il a mis des balles neuves et tout. Bon, ok, je vais repartir comme ça, mais les mecs, moi, je laisse les retardataires. Oui, ça pouvait sembler faire, oui. Ça ressemble fort au mec qui lève le doigt comme ça, qui dit je tranche, allez, je la joue comme ça. Et là, effectivement, Red Bull, je pense que là, Red Bull, quand ils ont vu le message, oui, même Horner donc prend la parole. Je pense qu'il y a eu une dizaine de crises cardiaques là. Oui. Et évidemment, il prend la parole et en bon anglais,
Et là, ils sont forts. Ils sont forts parce qu'il faut garder son calme. Et qui dit... Michael, pourquoi... Vous pourriez m'expliquer pourquoi, alors que le règlement stipule que les retardataires doivent passer le safety car et chacun doit reprendre sa place, pourquoi là... Et là, on sent bien le mec. On est en train de réfléchir. Oui, laisse-moi du temps. Oui, Ah bah oui, t'es en train de réfléchir, mais t'as déjà passé les messages à la télé là. Non mais t'as balancé l'info là. Là, ça ressemble un peu à de l'amateurisme quand même. Ouais. Là, ça a été limite. Ouais. Surtout que tu sais que ça se double, que 5 voitures donc passent Hamilton, mais derrière, on ne se dédouble pas. Ouais. Il y a que entre Hamilton et Verstappen qu'on a autorisé le dépassement, pas entre Verstappen et Sainz par exemple. Donc tout ça, franchement, c'est un débat, c'est un puissant fond ça. Oui. Il y a un règlement, finalement, le safety car a été sorti, les circonstances sont ce qu'elles sont. Hamilton, de toute façon, avait pas le choix, fallait qu'il reste en piste de toute façon, sinon il était mort. Donc l'autre, il a des balles neuves. Eh oui. Il y a un règlement, c'est plié. Oui. Et finalement, ils ont tout simplement, à partir du moment où tu prends la décision de mettre un safety car, tu dois faire respecter le règlement. Oui, alors donc Mercedes dit que le règlement c'était que les voitures toutes devaient se dédoubler par rapport au safety car et que ça devait repartir qu'au tour d'après. Le règlement stipule qu'effectivement il faut encore après un tour de manière à ce que tous ceux qui se sont dédoublés fassent le grand tour et reviennent dans la queue. Tu vois ce que je veux dire? Alors là on sait que non, le restart il a été effectif 5 virages plus loin quoi. C'est vrai, c'est pour ça que je te dis, ça c'est un puits sans fond. Bah oui. Parce qu'à partir du moment où eux, en essayant de couper la poire en deux, parce que franchement c'est ça ce qu'ils étaient en train de faire, ils se sont dit putain, Verstappen, évidemment lui il a pu rentrer, il est rentré parce qu'Hamilton il n'a pas le choix, ok très bien, moi j'ai mis le safety car, ça repart, il y a 4 retardataires là, ok, bon ça repart comme ça, on coupe la poire en deux parce que si j'enlève les retardataires, c'est sûr que là ça va mal se passer. Il a essayé de couper la poire en deux. C'est vrai qu'à un moment donné, soit tu fais respecter le règlement à 100%, ou alors tu continues ta tambouille quoi. Et alors il est parti faire sa tambouille, il est revenu parce que Red Bull lui a dit là, tu m'expliques tout de suite là. Non, effectivement on enlève ça. Et puis finalement, c'est vrai, le règlement n'est pas respecté à 100%. C'est ça, il est interprété on va dire. Il est interprété. D'ailleurs c'est ce que dit pour rejeter l'appel Mercedes, la FIA elle-même, qui en quelque sorte s'auto-juge, dit, à partir du moment où le directeur de course a pris la décision, ça devient souverain par rapport au règlement écrit. Comme un commissaire par rapport à sur le bord de piste. Mais moi je te dis, à partir du moment où Masi, je pense, s'est dit intérieurement, je ne serai pas le directeur de course qui aura fini ce championnat du monde 2021 sous régime de drapeau jaune. Je suis désolé. Pour moi, c'est ça la clé. Il ne voulait pas avoir figé le championnat. Il a tout fait pour effectivement que ça reparte en mode sport, en mode action, en mode drapeau vert. Oui, c'est ça. Donc à partir de là, il était obligé de prendre des mauvaises décisions. Enfin, je veux dire, que ça allait faire plaisir à l'un, pas à l'autre, même s'il y a eu un yo-yo. Parce que là où Red Bull pense avoir tout perdu quand les voitures intercalées ne se dédoublent pas, après, effectivement, tu as aussi des appels de Wolf qui dit « Michael, pas de safety car, Michael ne restarte pas ». Et il y a aussi une petite lutte d'influence. Donc, tout le monde est passé par des états d'âme incroyables. Non, je sais pas. Est-ce qu'il a pris une mauvaise décision? Non, il a mis un safety car. Oui. Tout ça, évidemment, les infos, les messages, c'est anecdotique, finalement, les messages radio. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement? Il y a un crash. On peut quand même comprendre qu'il y a un safety car. Oui. Je pense que au moment, les enjeux qui étaient là, j'aurais mis un virtual safety car. Mais ça, c'est que mon opinion. Non, mais on l'a noté. Tu mets un safety car. Bon, il y a eu un petit ambroglio là avec son message, machin. Mais enfin, au final, il respecte le règlement qui est quand même que les mecs se dédoublent et puis que les deux premiers reprennent leur place et soient l'un derrière l'autre. Où est la mauvaise décision? Non mais à ce moment-là, tu fais respecter quand même le truc. Je pense que c'est tellement, cette année est tellement hors norme, je pense qu'il faut revenir en prenant un peu de hauteur, parce que si effectivement, et c'est vrai que là on est dedans, alors c'est intéressant et ça a tellement culminé à un niveau de pression colossal pour tout le monde que on en est à analyser les radios, mais bon, de toute façon, faut prendre du recul.
à la fin, de toute façon, avec la saison qu'on vient de vivre, les deux méritaient totalement d'être champions du monde. Oui. En tout cas, sur les 4 derniers Grands Prix, Hamilton était le meilleur, était avec la meilleure voiture, et il méritait sans doute de gagner ces 4 derniers Grands Prix, effectivement. Maintenant, on sait que dans l'année, c'est Verstappen qui a longtemps quand même mené, et par rapport à une certaine jeunesse, une certaine nouvelle génération qui représente, c'est quand même une très belle histoire. Moi, je reste persuadé, comme ça, là, juste pour faire un petit, que toi, tu dis que Silverstone, ça a été très important dans la saison, tu as raison. Mais pour moi, le vrai point tournant, un peu par rapport au destin de cette année, ça a été Bakou. Verstappen se crache à quelques tours de l'arrivée avec un pneu qui éclate. C'est 0 point pour lui, on le sait. Drapeau rouge restart, donc là déjà on savait que c'était possible ce genre de procédure. Hamilton a l'occasion rêvée pour aller faire 25 et il se loupe comme un débile. Je dis ça gentiment bien sûr, mais il va tirer tout droit au restart. Personne ne l'avait anticipé. 0 aussi pour Hamilton. Là il a loupé l'occasion, effectivement. C'est là que moi j'ai un peu senti que peut-être le destin allait s'écrire pour Verstappen, parce que là il y avait une occasion en or de faire 25-0. On sait que dans une saison c'est toujours un fait très important de faire 25-0. Il l'a pas fait. Et quelque part, je peux pas m'empêcher de penser qu'il a toute l'année couru après ce déficit qu'il avait commencé à engendrer par rapport à Verstappen. Et quand je vois qu'au final Verstappen gagne 10 des 22 Grands Prix et que lui seul a été capable d'aller se battre à Hamilton, parce que là aussi, mes chers amis, je veux bien que vous soyez anti-Verstappen et que ce soit un gros con si vous considérez qu'il est trop... Mais s'il n'y a pas Verstappen, il y a quoi ? Il y a 15 victoires pour Hamilton. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a aucune histoire. Tristan et moi, on ne se voit pas pour faire des afterlaps. Parce qu'il n'y a rien. Enfin, je crois, sincèrement. Sans Verstappen, ça, c'est sûr qu'il faut quand même le mettre sur un piédestal aussi. Je veux dire, c'est le seul qui est capable d'être allé au niveau et même jusqu'au bout, puisqu'il est devenu champion du monde. Hein, on peut pas quand même dire que c'est un mauvais champion du monde. Non. Bah, je sais pas s'il y a des cons qui disent ça, mais non, mais les deux. Encore une fois, on l'a dit au dernier épisode. Quoi qu'il se passe dans la dernière, la saison sportivement à tous les niveaux. Mercedes, Red Bull, Verstappen, Hamilton, quel que soit le dénouement, les deux avaient très largement, comme rarement dans l'histoire de la F1, avaient prouvé qu'ils pouvaient être champions du monde. Alors il y en avait un, c'était la 8e fois. Et l'autre, on l'a déjà évoqué, il le mérite, franchement, et à un moment donné, il dégueule de talent, le gamin. Donc, il y a un moment, tu te dis, putain, il enfin, c'est le bon moment pour lui de couronner toute l'ascension et les 20 ans de sport auto qui vient de passer, parce qu'avec le père, qui le fait rouler, enfin, c'est un travail. Comme Hamilton, comme Hamilton en son temps, quand il est arrivé à la F1, il a tout gagné de machin, et devenir pour la première fois champion du monde de F1, il clôturait un parcours. Alors après, là, c'est qu'est-ce que les autres sont capables de faire ? Est-ce que ça redescend ? Parce que quand on est jeune comme ça, la motivation, la hargne, il faut rester focus. Ce qu'a su, c'est là où un Schumacher, Hamilton et certains comme Prost ont su rester focus, quels que soient les résultats, quelle que soit l'accumulation de championnats du monde et de titres, ils ont su ne rien perdre de leur hargne et de la volonté d'être toujours le meilleur, toujours tirer le meilleur de tout et de soi-même. Là après c'est une autre histoire. Et Verstappen va rentrer dans une autre ère. Il y a les champions du monde, et franchement il y en a beaucoup. Il en a pas le profil, franchement il en a pas le profil, mais beaucoup de fois des mecs qui en ont chié comme des rats morts pour être champion du monde, qui à un moment donné dit stop. T'as Hakkinen, il a pris 2 titres, il a dit c'est bon, j'en peux plus. Je suis fatigué. Rosberg, évidemment. Rosberg, il a dit moi, l'autre, je me suis pendu de bout en bout, j'en peux plus, j'arrête. Un mec comme Button, à un moment donné, il peut plus, puis tout de suite, il a un moment, c'est ça, il est monté, puis et c'est tout à chacun. Et à un moment donné, tu atteins ton Graal. Il y a ceux qui disent putain c'est fabuleux, je vais aller les niquer encore une fois, 2 fois, 3 fois. Les Schumacher, les Hamilton, ils sont pas rassasiés. Et ça se commande pas. Je pense que vraiment
ça c'est un truc qui se commande pas. Et eux-mêmes ne peuvent pas le savoir. Ouais, intéressant. Quand tu arrives à un niveau qui est, encore une fois, rarement atteint comme ils viennent de le faire, là, ça demande mais une énergie que personne peut imaginer, sauf ceux qui atteignent du très haut niveau comme ça. C'est du matin, soir, nuit, jour, c'est 7 jours sur 7. Ouais. C'est d'être focus à un point que les gens ne peuvent pas s'imaginer. Donc quand tu atteins ce moment-là, tu ne l'imagines pas, mais très, très souvent, il y a quand même des mecs qui, ça retombe, et ils sont incapables de se remettre en marche. Et ils ont tellement conscience, pour avoir été monté, redescendu un peu, si ça redescend un peu, ils ont tellement conscience que de remonter l'effort que ça demande, que des fois, ça revient jamais. Et là, c'est là la différence après avec des mecs exceptionnels. Et ils sont peu dans l'histoire de la F1. Et Verstappen me semble être quand même plutôt un profil à rien lâcher. Mais oui, je pense aussi. Mais on n'en sait rien. Surtout qu'il est jeune. Il n'a pas trop le profil d'un Button, qui est quand même un garçon que je connais bien aussi, qui est quand même très bien élevé, très très sympa, qui aime bien vivre quand même, qui a l'intelligence pour vraiment aussi faire autre chose dans la vie, quoi. Donc qui s'intéresse aussi à autre chose. Donc ils ont un profil. Rosberg, c'est pareil. Il y a des profils qui font que tu peux le sentir un peu. Verstappen, il a l'air quand même extrêmement focus. On peut penser qu'il a encore faim. Oui, je pense qu'il est plutôt du style à se dire, moi aussi je vais être cette fois ou une fois champion du monde, que de dire, j'en peux plus, je vais aller faire autre chose et je vais aller à Ibiza faire le con. Je pense pas. Mais bon. Non, mais on est d'accord. Bon, écoute, je vais te proposer de conclure là, parce que on pourrait aussi parler que Mercedes effectivement fait appel, que sont-ils des mauvais perdants, j'en sais rien. Bon, allez, c'est un autre débat. J'espère, et je peux pas croire que la FIA ou qui que ce soit ait les couilles pour remettre en question ce week-end. Non, oui. Franchement, en plus, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, les deux méritent 1 million de fois d'être champion du monde. Donc, et je pense même qu'Hamilton, s'il avait été champion du monde là, ce serait pour moi le plus beau titre qu'il ait eu. Vraiment, c'est... Et j'espère que ces conneries là d'appel et de machin, ça s'arrête rapidement. Parce que ce serait alors là, ça viendrait vraiment gâcher une saison incroyable. Là, ça mettrait vraiment une énorme tâche sur le cahier là. Non, je suis d'accord. Oui, là, on a envie de dire, ça y est, le verdict est tombé, peut-être controversé, soumis à discussion certainement, à interprétation même peut-être, mais le verdict est tombé. Et quelque part, c'est écrit. Voilà, oui, c'est le destin qui avait décidé que c'est bien Verstappen qui serait champion. Mais effectivement, ça, la F1 voulait s'offrir un scénario de dingue pour finir. Là, la fiction dépasse en quelque sorte la réalité. Enfin, qu'est-ce que je veux dire, on pouvait pas l'imaginer, c'est dingue, quoi. Et c'est bien arrivé que... Et la FIA et la F1 y est pour rien. Non. Les circonstances. Ce sont les circonstances. Également exceptionnelles. Tout à fait, voilà. Bon. Écoute, on va s'arrêter là. C'est sûr qu'on aurait, si on avait pris le temps, on aurait rendu hommage à Sainz qui fait le podium et qui fait 5 du championnat. Il termine devant Leclerc, c'était pas écrit ça. Il termine sur 15 arrivé dans les points. Une saison, finalement, bravo, Sainz, super. Tsunoda qui fait 4. On est content pour lui, super. Gasly qui fait 5, AlphaTauri qui termine l'année de manière géniale, les deux Alpines qui sont encore dans les points. Il y avait encore des choses à dire, mais ne nous en voulez pas, c'était obligé qu'aujourd'hui on se concentre sur le championnat et tout ce qu'on a vécu dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi et qui est venu clôturer une fin de saison, assez incroyable, on va dire, depuis le Brésil, ça n'a pas arrêté. Les 4 derniers là, oh là là, les émotions, les montagnes russes qu'on a vécues. Les empoignades, les discours, les volontés d'un peu d'analyser, puis parfois Tristan, on a eu le sentiment que c'était incroyable ce qu'on était en train de vivre et que c'était pas si facile que ça à analyser. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Je le redis, on l'a dit au dernier épisode. J'en suis parfaitement convaincu. On s'en rendra compte dans les années à venir. Mais l'année qu'on vient de vivre là est plus que probablement si ce n'est la plus belle
de toute l'histoire de la Formule 1. Oui, c'est ce que je pense. Oui, bah déjà, là on a remis à l'honneur 47 ans après 2 pilotes qui arrivent ex aequo au dernier Grand Prix. Tu sais, 74, Regazzoni, Fittipaldi, c'était la seule fois que c'était arrivé. Bon bah déjà, ça arrive qu'une fois, 2 fois par siècle. 47 ans, c'est un demi-siècle. Bon bah donc déjà, on sait très bien que c'est une situation qui sera exceptionnelle. Et puis bah effectivement, 10 victoires pour l'un, 8 pour l'autre, une bataille de tous les grands prix, des passes d'armes de dingue, et puis effectivement un final réglementaro sportif hallucinant. Non, c'est extraordinaire. Je pense que c'est une saison dans 10 ans. On pourrait même avoir plaisir à faire un résumé de cette saison-là et de revoir cette saison comme un bon film qu'on revoit tous les ans. Ouais. C'est ça, cette saison, je suis certain, elle marquera l'histoire de la Formule 1. Et ben, ce sera le mot de la fin. Parce que je crois qu'effectivement, là, on a essayé de tout dire. Tristan, à titre personnel, évidemment, je te remercie énormément de t'être rendu disponible pratiquement toute l'année pour venir au micro et parfois à la caméra de l'Afterlab participer à nos épisodes. Bon, bah, il y avait effectivement une histoire d'amitié entre toi et moi pour avoir le plaisir de se retrouver et de discuter de ce qui nous passionne. Mais tu sais que je pense que aussi, professionnellement, t'es un mec extraordinaire. Tes avis sont pertinents, parfois inattendus, réfléchis, intelligents. C'était un bonheur de t'avoir à mes côtés tout au long de cette année. Je Merci te le dis à toi. Le plus sincèrement possible, le plus simplement possible, parce que bon, je pourrais en dire plein d'autres choses encore. Mais bon, vraiment merci à toi. Longue vie à l'Afterlab. Eh ben oui, c'était le dernier numéro régulier de l'année. Là, je le dis, on va terminer en apothéose et on va s'accorder un petit peu de repos jusqu'à 2022 parce que voilà, on peut pas mieux terminer, pas plus fort. Je vais faire un dernier numéro de Green White Checker, mais après on se retrouvera qu'en 2022. Porte-toi bien, Tristan. Merci, toi aussi. Chers amis, vous avez le droit de commenter, bien sûr, c'est la règle du jeu, mais merci de votre fidélité aussi à l'Afterlab, le podcast du sport auto, et au fait que vous nous suiviez aussi régulièrement, ça fait plaisir. Allez, salut à tous, à bientôt. Ciao.